Ah, c'est assez, alarme, alarme aux armes citoyens, c'est-tu pas assez fatigant, un hostie de toxin, on va arrêter ça tout de suite. So, alarm, alarm to armed citizen, is it not so fucking annoying, a stupid toxin, I'm gonna stop it right now. Sorry about that. There was a problem with the microphone, so I had to unplug it. So this broadcast will be in French. As you can see, the background text is in French, originally published in English, so you can go and read it on the Westminster publication website. Donc aujourd'hui, la publication va être en français. On va parler du statut de Westminster de 1931. C'est pas tellement compliqué puis c'est pas tellement long non plus. Je sais pas si c'est moi qui comprends mal ou ben non si il y a un paquet de gens qui veulent l'ignorer ou ben non si simplement ils ne comprennent pas. Euh, mais avant tout, faire un peu de ménage dans l'histoire de ma chaîne. Ça faisait un moment que j'avais effectivement pas publié, 2, 3 semaines, j'ai perdu le compte. Parce que je commence réellement à, et je vous l'ai mentionné avant, à perdre intérêt dans tenter d'éduquer les gens et de leur faire comprendre les choses. Si ça ne vient pas d'eux, effectivement, je ne peux pas rien faire. L'éducation, c'est une question de volonté. La compréhension, c'est une question de volonté. L'acceptation, c'est une question de volonté. C'est pas moi qui peux l'imposer d'une quelconque manière ou de la rentrer de force dans la gorge des gens qui veulent pas l'avaler. Dans le même sens, je ne suis pas responsable de ces faits-là et de la situation. Je ne suis pas non plus d'aucune manière responsable de l'application de la correction. Et puis si je me tanne effectivement, puis que j'ai plus envie de participer à appliquer la correction, je ne suis pas responsable non plus. Cela dit, d'autres tentent de s'éduquer et de comprendre, c'est quand même bien. Qu'ils veulent faire ça, tant mieux pour eux et tant mieux pour le monde. Mais il y a des gens qui sont réellement de mauvaise foi et de mauvaise volonté, qui même quand tu passes une dizaine d'heures à tenter de leur expliquer les choses, ils vont tourner ça à leur sauce à eux autres et puis faire des choses qui sont préjudiciables. Je vais pas tout vous conter l'histoire, mais sachez qu'il y a des gens qui se sont intéressés récemment à la SRPC et puis parce que moi j'apparais dans l'histoire, notamment j'ai dit que la SRPC c'était effectivement une blague. C'est pas une blague de mauvais goût, c'est une blague dans le sens où euh, moi je me suis amusé plus qu'autre chose à faire ça parce que j'étais capable pour démontrer aussi que c'était possible de le faire quand en toute sécurité, sans aucun risque, puisque la SRPC brandit le drapeau du Canada, l'hymne national du Canada, la Constitution du Canada et toutes les choses qui sont reliées à ça. Euh, donc, c'est pas une blague de mauvais goût en soi, mais c'est pas non plus, même si ça peut le devenir, là, à l'origine, c'était pas extrêmement sérieux. Je pensais pas effectivement que ça pouvait aller où que ce soit et que ça pourrait effectivement créer un mouvement de changement. Euh, Cela dit, j'ai voulu aussi quand même que ça fonctionne dans un certain sens, même si je croyais pas que ça se pouvait. Mais la croyance est contraire aux faits, puis moi je me base sur les faits, mon opinion, mes croyances, ça n'a aucune importance. Euh, Si effectivement j'ai tort, j'admettrai avec grand plaisir que j'avais tort. Et puis les gens pourront rire de moi par rapport à ça sans aucun problème. Cela dit, quand on est accusé faussement, puis là je reviens d'un chapitre, là, qu'il y a des gens qui se sont intéressés à la SRPC, et puis évidemment le message est clair, le message est vrai.
Lui-même était indestructible, basé sur les faits. Ils s'en sont pris directement à moi en me traitant de, encore une fois, tous les noms, puis plein de fausses accusations qui sont basées seulement sur leur opinion. Ça tient pas la route. Je vais pas réellement prendre de temps à défendre en public ce de quoi j'ai été accusé. Euh, Parce qu'il n'y a aucun fondement face à ça. Sauf que chose certaine, si moi je tombe parce que les choses que j'ai faites proviennent de moi, elles vont tomber en même temps. Autrement dit, quand tu peux pas t'en prendre au message, tu t'en prends au messager. Et puis comme ça, le message disparaît. Ça fonctionne depuis longtemps. C'est une stratégie minable des traîtres, utilisée par des traîtres. Et la seule qualité d'un traître, c'est qu'il recommencera toujours. L'autre chose dont on était informé, c'est que apparemment, suite à la dernière élection dans l'État national du Québec, on a fait partie des groupes d'intérêt sur lesquels la Gendarmerie royale du Canada aurait mené une enquête pour conclure qu'on était des clowns. Bah, c'est très bien, puisque effectivement, comme je viens de vous le mentionner, la SRPC, j'ai démarré ça comme étant une blague. La blague est peut-être terminée, et puis ça, je veux bien arrêter de le dire en public, sauf que je l'ai déjà dit, c'est comme ça que ça a été créé. Tant mieux, encore une fois, si effectivement je me suis trompé, si j'ai fait une erreur face à ça et que la blague se termine et que ça devient sérieux. Le contenu a toujours été sérieux de cette histoire-là. Et par raison, par les faits. Donc, on va passer au deuxième sujet aujourd'hui, qui est le statut de Westminster de 1931, qui démontre que la position de la SRPC est la bonne. Je vais vous lire peut-être pas tout le texte, là. Il y a des choses qui sont pas reliées à ce que je veux parler aujourd'hui, hein. On va fermer une coupe de fenêtre ici en arrière, hein. Puis en passant, si vous voyez ici, si vous êtes capable de lire, hein, j'ai tenté d'organiser l'écran vert qui est derrière moi. C'est pour ça que ça fait des drôles de choses là, sur la mini-caméra. Quand j'ai regardé le fonctionnement de l'écran vert, eux autres, ils font ça à un clic. Ben, chez nous, ça marche pas pour des raisons X, Y, Z. J'étais obligé de gosser d'un paramètre, puis ça chie pareil. Fait que ça faisait 1 heure que je gossais là-dedans, puis je me suis tanné. Donc, je passe à l'enregistrement. Et puis on va voir ce que ça va donner. Donc le statut de Westminster de 1931, je sais pas tout ce que ça veut dire là, mais 22 Géo, c'est probablement George, 5 chapitre 4 Royaume-Uni. Ce qui est important ici, c'est Royaume-Uni. Donc ça, c'est une loi du Parlement du Royaume-Uni. Personne ne peut modifier sauf eux-mêmes, les lois qui sont émises par le Parlement de Westminster. Donc, loi visant à donner des effets à des résolutions adoptées lors des conférences impériales de 1926 et de 1930. Ça a été émis le 11 décembre 1931. Attendu que les délégués des gouvernements de Sa Majesté en place au Royaume-Uni, dans le Dominion du Canada, dans le Commonwealth d'Australie, le Dominion de la Nouvelle-Zélande, en Union sud-africaine et l'État libre d'Irlande et à Terre-Neuve ont adopté les déclarations et résolutions consignées dans les comptes rendus des conférences impériales tenues à Westminster en 1926 et 1930. Donc, j'étais pas là en 1931, ça c'est certain, mais on va continuer la lecture. Si vous comprenez pas, c'est relativement simple à comprendre à la fin, là, ça s'explique en 1 ou 2 lignes, c'est toutes les blablas qui est écrit ici. Qu'il convient, puisque la couronne est le symbole de la libre association de tous les membres du Commonwealth britannique, qu'ils sont unis par une commune allégeance à celle-ci, de déclarer en préambule que serait conforme à leur situation constitutionnelle l'obligation d'assujettir désormais toute modification des règles de succession au trône et de présentation des titres royaux à l'assentiment des parlements des Dominions comme à celui du Royaume-Uni. En gros, ce que ça veut dire là, c'est que les modifications du passage de la couronne d'un à l'autre souverain, c'est sujet à la Constitution. Qui est également conforme à la Constitution du Royaume-Uni et pour nous du Canada, qui est également conforme à cette situation constitutionnelle, la règle selon laquelle les lois désormais adoptées par le Parlement du Royaume-Uni ne peuvent faire partie du droit d'un dominium qu'à la demande et au consentement de celui-ci. Ça, c'est important ici, là, c'est ce paragraphe-là. Hein.
Je vais continuer de lire parce que c'est un petit peu mieux expliqué un peu plus bas, là, mais ça semble assez clair. Que seule une loi édictée sous l'autorité du Parlement du Royaume-Uni peut donner effet à certaines déclarations et résolutions mentionnées précédemment. Que le Dominion du Canada, le Commonwealth d'Australie, le Dominion de Nouvelle-Zélande, l'Union sud-africaine, l'État libre d'Irlande et Terre-Neuve ont chacun demandé que soit déposé devant le Parlement du Royaume-Uni et y ont consenti un projet de loi comportant sur les questions dont il est fait état plus haut les dispositions énoncées ci-après. Sa très excellente majesté le roi, sur l'avis et le consentement des lords spirituels et temporels et des communes réunies en parlement et sous l'autorité de celui-ci édicte de la définition de Dominion. Dans la présente loi, Dominion s'entend selon le cas du Dominion du Canada, du Commonwealth d'Australie ou du Dominion de Nouvelle-Zélande, de l'Union africaine et de l'État libre d'Irlande ou de Terre-Neuve. Validité des lois d'un Dominion 28-29 Victoria chapitre 63. La loi de 1865 sur la validité des lois coloniales intitulée Colonial Law Validity Act 1865 ne s'applique pas aux lois adoptées par le Parlement de Dominion après l'entrée en vigueur de la présente loi. Ça, ce que ça veut dire, c'est après, hein, mais ce qui était avant, ça s'applique. Les lois ou dispositions législatives adoptées par le Parlement de Dominion après l'entrée en vigueur de la présente loi ne sont pas invalides ni opérantes du fait de leur incompatibilité soit avec le droit de l'Angleterre, soit avec les lois existantes ou ultérieures du Parlement du Royaume-Uni ou leur texte d'application, le Parlement du Dominion ayant parmi ses pouvoirs celui d'abroger ou modifier ces lois dans la mesure où ils font partie du droit du Dominion. Extraterritorialité des lois d'un Dominion. Il est déclaré que le Parlement d'un Dominion a tout pouvoir pour faire des lois à portée extraterritoriale. Application des lois britanniques au Dominion. Les lois adoptées par le Parlement du Royaume-Uni après l'entrée en vigueur de la présente loi ne font partie du droit d'un Dominion que s'il est expressément déclaré que ces lois dans ces lois que le Dominion a demandé leur édiction et y a consenti. Ça, c'est super important. On va faire une pause d'explication sur ce sujet-là. Donc, après 1931, pour qu'une loi britannique s'applique au Canada, n'importe laquelle, ou n'importe quelle modification législative, dont effectivement le changement de couronne, c'est ce qui nous concerne le plus. C'est seulement si effectivement on y a consenti. Le Canada aurait apparemment consenti à ce que Élisabeth II soit la reine du Canada. Maintenant, il y a eu un changement de couronne récemment, en 2022, qui est transféré en succession à effectivement Charles III. Si vous, puis c'est la raison de l'explication, si vous suivez l'aventure de la SRPC, il y a eu une réclamation de droit royal faite en bonne et due forme en 2017. Cette succession-là ne s'applique pas à nous. Celle de le passage de Élisabeth II à Charles III. Pourquoi? Parce que le roi Denis Ier a fait une réclamation de droit royal en bonne et due forme. Et si on remonte dans 1931, que si le Canada ne consent euh, ici, là, juste en haut, la validité des lois d'un Dominion, et que si on y consent. Donc, la couronne a été réclamée, ayant été réclamée en bonne et due forme, le changement de monarque au Royaume-Uni ne nous concerne pas, puisque Denis Ier est le successeur, non l'héritier, mais le successeur d'Élisabeth II pour ce qui est du Canada. Et c'est ça n'a pas été contesté d'aucune manière, ni par Westminster, ni par Buckingham Palace, ni encore moins par aucune autre entité au Canada. Ça a été publié en bonne et due forme dans une publication à portée générale. Et c'est donc un fait. Oui, effectivement, on a eu un changement de couronne en 2017 et un couronnement en bonne et due forme le 1er juillet 2017 à Ottawa. Et là, je vais sauter 5 et 6 sur les cours parce que la portée par rapport à ce qu'on explique aujourd'hui, c'est pas relié réellement. Mais voilà, ce qui est important pour l'autre aspect, c'est l'article 7, Restriction au Canada. La présente loi ne s'applique pas à la l'abrogation ni à la modification des lois de 1867 à 1930 sur l'Amérique du Nord britannique ou leurs textes d'application. Donc, en gros, ce que ça vient de dire, c'est que oui, effectivement, on peut modifier toutes les lois au Canada, mais on ne peut pas modifier 1867.
L'article 2 s'applique aux lois des provinces du Canada et au pouvoir de législature. Les pouvoirs conférés par la présente loi du Parlement du Canada et aux législatures des provinces se limitent à l'édiction de lois dont l'objet relève de leurs compétences respectives. Ça aussi, c'est important, surtout pour les provinces, mais pour le Canada, c'est la même chose. Ils doivent appliquer les articles 91 et 90 et 91 tels qu'ils sont rédigés dans la Constitution. Ils ne peuvent pas modifier 1867. Ils ne peuvent pas. C'est assez clair, là, ici, dans le statut de Westminster. Là. On a obtenu effectivement notre indépendance par rapport à toutes les lois britanniques et même à la couronne, à condition de respecter les lois qui étaient en vigueur à ce moment-là. Et c'est parfaitement écrit ici, blanc sur bleu, parce que là c'est en surlignement, qu'on ne peut pas modifier 1867 et qu'ils ne peuvent pas se permettre, grâce au statut de Westminster ni à aucune loi, de déroger de celle-ci. Hein? L'État national du Québec qui abolit son conseil législatif et qui, là, ne fait plus de serment à Sa Majesté, quiconque soit Sa Majesté. Puis là, j'en profite pour vous rappeler que moi-même, j'ai fait effectivement un serment dans mon service militaire à Élisabeth II et que c'est en conformité avec la loi, s'adresse le même serment aux successeurs et héritiers, donc en conformité de la loi. Donc le serment que j'ai fait à Élisabeth II, quand le monarque change, j'ai pas besoin, puis ça c'est un petit clin d'œil pour revenir d'un chapitre à ceux qui m'ont fait des critiques, des attaques personnelles, comme je vous disais tout à l'heure. Mon serment s'étend au prochain monarque sur le trône du Canada. J'ai pas besoin d'en faire un autre. Il n'y a aucune nécessité. Pour ce qui est du reste, je vais dérouler. Voilà. Il reste les restrictions à l'Australie et Nouvelle-Zélande, restrictions à l'État de l'Australie, application conditionnelle à l'Australie et mention ultérieure. Donc, c'est juste ça, là. Pour nous, là, il y a deux articles là, qui sont vraiment importants. Le 2, le 7. C'est aussi simple que ça. Donc, il fallait, en 1931, à ce moment-là, ils ont apparemment, j'étais pas là, librement consenti à la couronne de Grande-Bretagne, puisque c'est la libre association de tous les membres du Commonwealth britannique unis par une commune allégeance à celle-ci. Et là, je vous l'ai déjà mentionné et je vous le mentionne à nouveau. Si demain matin, la Grande-Bretagne décident de changer leur forme de gouvernement au travers de leur parlement et ne veulent plus être une monarchie constitutionnelle, est-ce que, en fonction de 1931 que je viens de vous lire, qui est donc une modification législative de Grande-Bretagne, à moins d'y consentir, est-ce que ça s'applique au Canada? Puis là, n'oubliez pas que le Canada ne peut pas modifier lui-même 1867 tel que je viens de vous le lire. Donc voici où il y a un problème réel. Il n'y a plus de couronne en Grande-Bretagne. Le Canada a un sérieux problème. Puisque 1867, je suis en train de le tirer sur mon bureau ici à côté. 1867 dit clairement, pouvoir exécutif, page 3, article 9, à la reine, parce que là c'était modifié pour Élisabeth II, continueront d'être par la présente attribués le gouvernement et le pouvoir exécutif au Canada, du Canada, pardon. Donc, la Grande-Bretagne ne nomme plus de roi. Nous, on a un problème à l'article 9, puisqu'on ne peut pas la modifier. 1867. Donc, il faut que ça soit fait. Comment est-ce qu'on fait ça? On attend qu'il y en nomme un autre. Pour l'instant, il n'y a personne. Ça se peut pas. C'est impossible. C'est une erreur de fait. Puis c'est une erreur de droit aussi. Donc, c'est ce qui explique, en toute légitimité, après 1931, le Canada pouvait effectivement nommer son monarque et devait le faire. À ce moment-là, ils ont choisi Élisabeth II par consentement libre. Mais le consentement s'est arrêté lorsque le successeur du Canada
a été nommé, a été choisi, a été élu, peu importe la façon dont il est monté sur le trône. Donc, si vous voulez le savoir, allez lire la réclamation de droit royal de la SRPC et de Denis Ier, vous saurez comment et pourquoi. Et c'était très légitime de le faire. C'était même en droit et en loi nécessaire de le faire, puisqu'on ne peut pas, en aucune façon, modifier 1867. C'est pourquoi, dans... je vais être sûr de ce que je dis pour pas dire de conneries. La proclamation royale... est-ce que j'ai la date exacte? Je veux pas me perdre. J'ai pas... il n'y a pas la date ici. Il me semblait qu'il l'avait. C'est celle de 2021, si je me trompe pas. Je pensais que c'était facile de trouver la date, là, mais c'est celle de 2021. Dans l'article 1 de la présente, qui suit donc le préambule, c'est bel et bien indiqué. Je l'ai ici, je vous la lis, puis elle est disponible en public sur le site de la SRPC. Toute modification du texte constitutionnel de 1867 est abolie ou abrogée, ainsi que toute loi ou texte découlant de la dite modification, de telle modification étant par nature, comme je viens de vous le démontrer, illégale, illégitime et inconstitutionnelle. Seul le texte original non modifié est valide et dont il est publié en langue anglaise, évidemment par le Parlement de Westminster. De plus, aucun texte ajoutant au document original, modifiant de quelque forme que celui-ci n'est valide, est donc également aboli ou abrogé. Puis là, j'en réfère au texte sur l'Assemblée nationale. Les textes ajoutant au document original, ne modifiant pas celui-ci, seront révisés dès que faire se peut, pourront être conservés ou rejetés selon le cas par le gouvernement élu de Sa Majesté du Canada de Jure. Tout texte découlant d'une modification est également considéré comme une modification au texte constitutionnel original, est également abrogé, aboli, considéré comme étant non valide. Donc, on ne peut modifier 1867. On est libre ou non d'adhérer au droit de Grande-Bretagne, incluant la nomination, parce que dans le fond, c'est un acte de droit, la modification de la couronne. Et est de constater par les faits que c'était possible de nommer notre souverain, et c'était même obligatoire, puisque l'article 9 de la Constitution que je viens de vous lire, même si c'est la version en anglaise qui prévaut, celle non modifiée, je peux aller la chercher, c'est écrit la même chose en anglais. Le pouvoir exécutif du Canada reste dans les mains de Sa Majesté. La deuxième chose, qui est en fait la troisième, puisque j'ai parlé de l'histoire des attaques personnelles, la troisième chose, euh, le gouvernement de facto n'a aucun droit, qui est le faux gouvernement, puisqu'ils sont là en fonction d'une modification constitutionnelle, ne peuvent faire aucun acte légal. Aucun. Il n'y a rien, rien, rien qu'ils font qui est légal, légitime ou constitutionnel. Il faut effectivement qu'ils débarrassent. Pour ce faire, il faut que le peuple se présente, soit accepté comme participant, officier ou employé de la SRPC par et à discrétion de la SRPC. Pour la même raison, la SRPC n'accepte que les personnes humaines, les individus seuls en leur nom complet, sous leur responsabilité pleine et entière. Et pour ce que je viens de dire, étant donné que le gouvernement de facto a aucun droit, aucune légitimité, toutes les licences qui sont octroyées par eux autres suivent le même processus. Ils n'ont aucun droit, aucune légitimité, que ce soit Canadian Tire ou Zellers ou la compagnie de la baie du temps, peu importe. Même la poutine chez Raymond. C'est la même chose. Leur licence vient d'eux autres, qu'elle soit fédérale ou provinciale, n'est pas valide. Donc, c'est pour ça que la SRPC, par principe, ne peut pas s'associer avec aucune organisation qui est enregistrée, aucune forme de société ou encore moins de groupe d'intérêt, même si ces groupes-là ne sont pas enregistrés. Les gens qui veulent participer à la correction doivent avoir la Constitution,
sous leur responsabilité pleine et entière individuelle. Et il ne peut pas y avoir d'eau mis dans le vin, si j'ose m'exprimer ainsi, pour que la SRPC commence à ouvrir des dialogues avec ces gens-là. C'est pas réellement possible et en plus, c'est beaucoup trop dangereux. Les groupes d'intérêt, c'est parce que c'est à moins que vous ayez absolument juste l'intérêt de la Constitution à cœur, sans modifier une ligne à ce moment-là, il n'y a pas besoin de discussion. On est 100% d'accord. Mais toute autre chose, hormis ce que je viens de dire, c'est pas du tout possible. C'est pas possible. C'est ton intérêt, pas la Constitution. La SRPC, elle, n'est pas libre de modifier ce texte-là. Il ne peut pas y avoir de discussion. C'est simplement inutile, perte de temps. Il faut que ce soit fait comme c'est indiqué là-dedans. C'est à ça que la SRPC s'échine, travaille et ne peut pas discuter. C'est sûr qu'on comprend, excluant la personne qui parle dans la SRPC, que tous les points sont, c'est pas possible de les appliquer immédiatement. On est en formation. J'ai donné souvent l'exemple de l'élection. C'est clair et net qu'il faut qu'il y ait une élection. Ceux qui rédigent les lois, c'est élu par le suffrage universel. Tu vas mettre un X dans la boîte, puis tu mets ton papier tu mets ton X dans le cercle, puis tu mets ton papier dans la boîte. Ben, on n'a pas les moyens de faire ça. On les a pas. Moi, j'ai pas 500 millions à garrocher pour faire une élection pour au nom de la SRPC, puis la SRPC n'a pas un sou. Ça fait que c'est sûr qu'on sait qu'il y a une dérogation à ça qui est faite involontairement par manque de moyens. Sauf que n'oubliez pas, c'est que la SRPC agit. Je pense que c'est rédigé ici, pas loin. Je vais essayer de le trouver rapidement. La SRPC agit par recours extraordinaire sous mesure d'urgence en assistance à personne en danger sous la loi du bon samaritain. Par recours extraordinaire. C'est pour ça qu'effectivement, sachant qu'on est incapable d'organiser une élection, ça tombe sous le coup, sous mesure d'urgence. La SRPC est un recours extraordinaire. C'est pas normal qu'on ait eu à faire ça. C'est vraiment pas normal. Donc, la mesure d'urgence s'applique pleinement au niveau de l'élection. On n'est pas capable de la faire. On n'est pas capable de la faire. Quatrième sujet, les organismes internationaux ou supranationaux, que ce soit des corporations ou toute autre forme de groupement d'intérêts, euh, sont supranationaux. Ils n'ont pas à être acceptés par le Canada. Si ça a été fait par le gouvernement de facto, c'était invalide. C'est le gouvernement de facto. Souvenez-vous, je vous l'ai dit, ils n'ont aucun fondement légal pour être là. Quoi qu'ils disent, c'est pas valide. Quoi qu'ils font, c'est pas valide. Fait qu'un de ceux-là, c'est les Nations Unies. Les Nations Unies ont été créées après 1931. Avant ça, il y avait la Ligue des Nations, je crois. Je n'étais pas là, je me souviens pas exactement. Mais c'est un organisme supranational. Il n'y a pas rien de ce que les autres disent qui peut s'appliquer au Canada, sauf si ça devient une loi au Canada faite par le gouvernement de jure, légal, légitime et constitutionnel. Dans le cas contraire, peu importe ce qu'ils disent, j'en ai un texte qui est un bon exemple ici. Je l'ai déjà lu. C'est supposément une loi du Canada. Là. Et regardez, le texte est là. Hein. Je vais essayer que la caméra ne chie pas trop. Hein. C'est écrit Canada. Là. Donc, ce texte-là, il est rédigé puis il est supposément fait par le gouvernement du Canada. C'est la loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. Mais ça, c'est calqué sur ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale et le tribunal de Nuremberg. Donc, est-ce que c'est en réalité valide? Bon, c'est pas une mauvaise loi. Ça, on va pas se débattre là-dessus. C'est même très bon. Je suis pas, moi, personnellement contre. J'ai aucune raison de l'être. À savoir si c'est valide, c'est non. C'est loi sur le Canada 2000, chapitre 24, sanctionné le 29 juin de l'an 2000. C'est cette année-là. Donc, elle aurait 23 ans, cette loi-là, c'était valide, mais elle n'est pas valide. Pourquoi? Parce qu'elle a été édictée, elle a été mise en place par un gouvernement non valide. Je viens de vous le dire, puis je vous le répète, un gouvernement qui n'a pas de fondement légal peut rien faire qui est légal. Rien. Donc, pour en revenir aux organismes internationaux, supranationaux, peu importe leur dénomination,
Il n'y a pas de discussion à y avoir avec eux autres. Ils n'ont aucun droit au Canada. Il n'y a rien de ce qu'eux autres peuvent dire, même si le Canada a signé la charte de l'ONU, c'est pas valide. Le gouvernement qui a signé cette charte-là n'était pas valide lui-même, donc la signature est invalide. La fraude nullifie tout contrat de toute façon. Ça fait que là, je vais vous lire le texte exact de la proclamation royale de 2021. Les organismes internationaux dont le Canada est membre qui n'ont pas de fondement dans le droit valide au Canada, dont ils n'apportent aucun bénéfice réel au peuple du Canada, sont expulsés du Canada tels que mais non limité, à l'Organisation des Nations Unies, l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, la Banque mondiale, la Cour de règlements internationaux, le groupe des G7 à G20 ou tout autre organisme supranational similaire. Le Canada révoque toute participation à, mais non limitée à ces mêmes organismes. Aucun des règlements ou autres formes de textes provenant des 10 organismes supranationaux n'a de fondement valide en droit au Canada. Ces 10 textes sont révoqués dans leur ensemble et leur totalité dans tout aspect au Canada. Ailleurs, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Aucun de ces 10 organismes n'a de pouvoir réel en Canada ou sur le Canada. Toute réclamation présentée dans le cadre de l'un ou l'autre de leurs règlements respectifs seront ignorées dans leur totalité. La signature non légale du gouvernement de facto n'a aucune validité légale, légitime ou constitutionnelle reconnue sous le gouvernement de jure de Sa Majesté du chef du Canada. Tout et chacun représentant des 10 organismes sera expulsé du territoire du Canada à ses frais, sans aucun recours ni aucun droit de retour ultérieur pour aucune raison que ce soit, proscrit à tout jamais de se trouver sur le territoire à nouveau pour quelque raison que ce soit. Si effectivement il y a des employés d'eux autres qui tentent de mettre en application les textes de ces organismes-là, c'est dehors. Ah, mais je suis citoyen canadien. Non, tu l'es plus. Tu fais partie d'un organisme supranational qui tente de modifier le cours de l'histoire du Canada illégalement. Au pire, si tu veux pas sortir, on va te foutre en prison. Puis tes droits en prison, t'en as pas. C'est tout. T'as vendu, en travaillant pour eux autres, t'as vendu le pays. Un traître, c'est un traître. Puis la seule qualité d'un traître, c'est qu'il va recommencer toujours. Il n'y a rien à faire avec eux autres. Tu peux pas leur expliquer quoi que ce soit. C'est une perte de temps sur toute la ligne d'expliquer à un traître qui s'en prend à toi sans aucune raison, puis qui te traite de tous les noms. Il va toujours continuer. Il vit dans son mensonge. Quand t'as une fois trahi, il n'y a pas de retour en arrière. C'est pas possible. C'est carrément impossible. Ce qui m'amène au dernier sujet. Je veux pas que ça dure 1 heure, cette histoire-là, même si on est déjà à 30 minutes. Récemment, le gouvernement de facto a envoyé toutes sortes de vidanges militaires dans un pays où on n'a aucun rapport, qui fait même pas, même si tout ce que je viens de dire, on l'oublie pendant une seconde, puis que notre participation à l'OTAN est réelle, puis qu'on envoie des armes à l'OTAN, qui elle-même les distribue à un pays qui en fait pas partie, pour faire la guerre à un autre pays qui en fait pas partie, il y a un problème technique immense. Mais là, on ne peut pas faire partie légalement de l'OTAN. On est donc dans aucune alliance. Et envoyer notre matériel militaire sur lequel c'était étampé défense nationale dessus pour aller faire une offense internationale ou même une défense internationale, ça ne nous concerne pas. Envoyer notre matériel militaire à qui que ce soit, même pour faire de l'argent, c'est pas acceptable. C'est un acte de guerre. Ce qui me fait que je vais lire le prochain paragraphe qui se trouve être le... Bon, c'est un peu plus loin que je m'en allais dire le cinquième, là, mais c'est un peu plus loin. Peu importe le numéro du paragraphe, toute guerre ou acte de guerre ou autre acte de ce genre est immoral. Le Canada demande donc la paix universelle envers quiconque sans distinction pour toute situation présente ou passée pour le Canada est impliqué légalement ou non. Puis je tiens à vous mentionner que ça a été écrit il y a quelques années, ce texte-là. Donc ce qui s'est passé par la suite, c'est pleinement applicable. Le Canada présente ses excuses au nom du peuple du Canada, demande pardon à toute victime de tel acte et dont le Canada a été partie. Ces actes ont été déclarés ou faits dans un cadre illégal, illégitime et inconstitutionnel au nom du peuple, n'ont aucune validité en soi. Donc s'il y a une guerre en Ukraine, c'est pas au nom de nous autres. On n'a aucun rapport là-bas.
Notre matériel qui est à nous autres envoyé là-bas, il est envoyé supposément en notre nom par le gouvernement qui devrait être élu par nous. Mais non, le gouvernement de facto est illégal. Donc, en soi, c'est un acte de guerre d'envoyer notre matériel là-bas, ou peu importe où ailleurs. Tout préjudice causé ainsi que toute réclamation résultant de tels actes seront adressés à ceux qui les ont commis sous leur responsabilité pleine et entière. En aucun cas, le gouvernement déjuré de Sa Majesté n'assumera quelconque responsabilité que ce soit, hormis l'arrestation de tout criminel de guerre ayant trouvé refuge au Canada pour les remettre à tout tribunal de droit commun qui en ferait la demande en bonne et due forme au nom pas au nom, par exemple, au gouvernement de Sa Majesté, ainsi que tout complice individuel ou corporatif surpris facilitant l'évasion à la justice de tels criminels. Le gouvernement de Sa Majesté, au nom du peuple du Canada, se réserve le droit ainsi que le devoir par tout moyen de la défense physique en préservation du territoire du Canada en cas d'agression ultérieure à la présente déclaration. Si effectivement on est attaqué physiquement sur notre territoire, la légitime défense demeure légitime. Mais il n'y a pas d'attaque légitime. Puis de fournir notre matériel de défense à d'autres qui défendent leur pays pour lesquels on n'a aucun rapport, ce n'est pas légitime. D'autant que c'est envoyé par un gouvernement qui est de facto et qui est illégitime. Comprenez-vous, là? Envoyer notre stock en Ukraine, c'est pas légal. C'est pas moral non plus, mais c'est pas acceptable. Ceux qui ont fait ça sont coupables de crimes de guerre. Parce qu'ils ont envoyé du matériel mortel, peu importe sur qui ça sert à tirer. Pour l'instant, apparemment, selon ce qui se passe, ça sert à tirer sur les Russes. Ok, c'est correct. Eux autres, ils se défendent légitimement, supposément, contre les Russes. Pas mon problème que ce soit légitime ou pas, ou légal ou pas. Ça, c'est vraiment pas mon problème. Mais qui est-ce qui nous dit que dans le futur, cette guerre-là pourrait cesser, que nos chars d'assaut, nos obusiers, puis le reste du matériel qu'on a envoyé sera pas retourné contre la population de l'Ukraine? Donc, ceux qui sont coupables d'un acte de guerre, d'un crime contre l'humanité, même s'il n'est pas valide, le texte il est là, de crime de guerre, ils sont coupables de crimes de guerre. Ils sont coupables de troubler l'ordre public, même si c'est dans un autre pays. Mais ça trouble l'ordre public au pays aussi, puisque ce matériel-là, on l'a pu. Si on se fait attaquer, les 10 avions, les 8 chars d'assaut, les 30 obusiers, on les a pu pour se défendre. Donc, pour tout ça, et plus, parce qu'il y a beaucoup plus dans la réclamation de Roi-Royal et les proclamations subséquentes qui ont été faites, la SRPC et le gouvernement de Yoré, qui est une mesure elle-même basée sur le jugement rendu au tribunal de grande instance du grand jury du peuple du Canada de 2015, qui a ordonné à ses procureurs et ses membres de mettre en place la correction par recours extraordinaire, comme je vous l'ai lu, sous mesure d'urgence. C'est le gouvernement légal, légitime et constitutionnel du Canada. Il n'est pas entièrement formé. Si vous voulez prouver que j'ai tort, que c'était une blague, bien, il faut se porter volontaire. Ces gens qui seront volontaires sont choisis effectivement à la discrétion de la SRPC. C'est pas parce que quelqu'un, même de bonne foi ou même de bonne volonté, a appliqué qu'il sera nécessairement retenu. Et dans le sens contraire, si on a une application qui est faite par quelqu'un de mauvaise foi et de mauvaise volonté, il sera rejeté. Dans les deux cas, c'est à la discrétion de la SRPC. Et même si vous avez appliqué, vous avez été retenu, vous avez été offert un poste officiel, il est possible dans le futur que vous soyez remplacé. Oui, c'est un travail. Puis dans un travail, il y a un employeur, il y a un propriétaire, il y a un gérant, il y a un directeur du personnel. Cette personne-là vous emploie. Si votre emploi est jugé nécessaire, il sera conservé. Si vous êtes inapte à l'occuper, vous pouvez être mis dehors. Si l'emploi est aboli, vous pouvez être mis dehors. C'est pas nécessairement par méchanceté.
Puis encore une fois, s'il y a trois personnes qui appliquent pour le même poste, que vous ne soyez pas retenu, c'est pas par méchanceté. On a un poste, il y a trois applicants, hein, bien, il y en a deux qui n'auront pas le travail. C'est comme ça. Et ça se peut que vous appliquiez pour un poste déjà comblé, celui-ci, mais vous pouvez appliquer pour un autre poste. Comme là, récemment, on a eu des applications des gens qui voulaient faire partie de l'Assemblée législative. Les postes sont pratiquement tous comblés, sinon ils sont tous comblés. Mais il y a d'autres choses à faire, que ça ne vous empêche pas de faire une application dans un autre département de, 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 de la SRPC. À titre d'exemple, on a un Sénat à former pour le Canada au complet au niveau fédéral. On a une Chambre des communes. On a besoin de gens provenant de la province de Québec pour combler ces postes-là. C'est parfaitement possible si vous n'êtes pas choisi pour l'Assemblée législative, le Conseil législatif, peu importe autre poste pour la province, vous, que vous pourriez aller représenter les intérêts de la province dans le pays. Donc, faites effectivement application. Ce qui me fait mentionner qu'on n'a pas besoin de toute la population pour réussir à faire ça. On n'a pas besoin non plus d'une bande de groupies ou de supporters ou de passagers. C'est pas un besoin. S'ils sont là et puis qui font honneur à la SRPC, qui en parlent, il n'y a pas de problème. Vous pouvez continuer à le faire. C'est pas nécessairement par un besoin d'un poste actif au niveau des employés que vous pouvez aider à la correction. Vous pouvez aider parce que vous êtes au courant de la SRPC. Mais dans tous les cas, si vous appliquez, c'est à titre individuel sur responsabilité pleine et entière. La SRPC ne peut pas d'aucune façon se permettre de s'associer avec un quelconque groupe d'intérêt, surtout s'ils ont une licence, et même s'ils n'en ont pas, qui vont faire favoriser leurs intérêts au détriment de l'intérêt général, soit la Constitution. Donc, c'est ce que je voulais expliquer aujourd'hui. Euh, je ne pense pas qu'il y avait autre chose. Je suis passablement tanné de devoir expliquer ce qui est court et là, je sais bien que c'est plate, là. Vous voyez le même, le même texte depuis tout à l'heure, là. Puis que ma caméra est en tout petit, mais c'est ça, vous regardez pas la SRPC pour me voir la face, là. C'est plus une émission radio qu'autre chose, mais c'est ça, je suis pas mal tanné d'avoir à expliquer. Ça fait des années que je fais ça. Hormis des attaques vides de sens, des accusations vides de sens, le message est vrai, basé sur des faits, non pas sur mon opinion. S'en prendre à moi, ça donne rien. Les faits vont demeurer les faits. Tu veux être un agent provocateur, j'en ai rien à cirer à toi, de toi, je vais pas me défendre contre toi, c'est de la provocation, puis j'en ai rien à foutre. Tu veux être un idiot utile, si t'en prendre à moi, avec tes idioties, ça me concerne pas, j'ai pas à défendre contre toi. Puis si t'es un imbécile tout court, j'ai pas à défendre contre toi. Tu veux pas comprendre les choses, tu préfères assumer que d'observer les faits, puis encore une fois, t'en prendre à moi, je défendrai pas contre toi, j'ai pas de temps à perdre. J'ai défendu le pays dans ses statuts, j'ai défendu la vérité parce que c'était la vérité, les faits sont les faits, nonobstant mon opinion. Ça fait longtemps que je fais ça. Ça m'a fait plaisir de le faire jusqu'à maintenant. Je me suis passablement amusé. Mais là, c'est ça, ça m'amuse plus. Surtout pas quand il faut que je me répète autant comme autant parce que les gens sont trop paresseux pour aller lire deux, trois textes. La SRPC, elle a une réclamation de droit royal et trois proclamations royales, c'est tout. Deux proclamations royales, en fait, subséquentes à la... Parce qu'il y a une proclamation qui est incluse dans la réclamation. Donc, on a quatre textes en tout. Une réclamation de droit royal, deux proclamations et une constitution. La constitution, elle, c'est pas libre. C'est aucune façon de la modifier. Puis les proclamations qui ont été faites, s'ils sont pas en fonction de la constitution, elles doivent être modifiées pour le refléter.
Mais ça demeure pas moins que c'est le seul gouvernement de jure au pays. C'est la seule organisation, la SRPC, qui est une société non enregistrée, qui ne fait pas de politique, mais que de la loi. Il n'y a qu'une seule loi principale, la Constitution, qui ne peut pas être, j'allais dire, qui ne peut pas être modifiée par la SRPC d'aucune façon. Ce n'est pas le pays à Jean-François Fortin, euh, c'est le Canada tel qu'il a été conçu par nos ancêtres. Ça doit être fait comme ça et pas autrement. Le gouvernement n'est pas libre d'aucune façon. Il a plein de droits, mais il n'a aucune liberté. Et le peuple, au contraire, lui, n'obtiendra pas ces libertés de la SRPC. Vous les avez, ces libertés-là. Si vous les avez ignorées ou oubliées, ça c'est de pas de reprendre, mais c'est de vous les rappeler, de les remettre en application dans votre vie de tous les jours. La Constitution est là, nonobstant la SRPC, qui pourrait disparaître. C'est votre épée et votre bouclier contre la tyrannie. C'est la preuve que la SRPC utilise pour dénoncer le gouvernement de facto. C'est valide pour vous comme c'est valide pour la SRPC. Puis même si elle disparaît, la Constitution demeure. Donc, servez-vous-en, avec ou sans la SRPC. Si vous voulez faire plus, travailler pour votre prochain, c'est effectivement appliqué pour la SRPC. Cela dit, et pour me répéter, vous ne serez peut-être pas choisi. Faut pas le prendre comme une insulte ou une raison de vous tourner contre la SRPC. Et dans tous les cas, le fondement de la SRPC provient du jugement du peuple. Le jugement a été mis en partie en application pour la partie qui concerne ce que moi je représentais, soit celle de Denis Paiement et celle de la Constitution. Mon travail est fini. J'en ai plein mon casque, plein ailleurs aussi. C'est à vous de choisir librement comment sera l'avenir. Mais chose certaine, c'est qu'il n'y aura pas de sauveur. Il n'y aura pas personne qui va rédiger une note qui dit aujourd'hui vous êtes libre, aujourd'hui vous êtes sauvé. Ça n'arrivera pas. C'est une illusion. C'est une utopie. C'est un rêve. Je l'ai dit, je le répéterai. Si vous faites rien, vous n'aurez rien. Et ce sera tant pis pour vous. Sur ce, je me souhaite un bon débarras de votre salon pour aujourd'hui. Je m'engage à rien pour le futur. Même pas à nécessairement conserver la chaîne YouTube que vous regardez en ce moment. Euh, Mes obligations étaient remplies suite au grand jury. Au-delà de tout ce qui était une espérance. Je vais pouvoir crever en paix avec moi-même. Étant donné l'état du monde aujourd'hui, le plus tôt sera le mieux. Mais sûrement pas parce que j'aurais autorisé des crottés à le faire. Si vous avez des meilleures idées, mettez-les dans en application. Puis si vous pensez que les faits me donnent tort, ben je suis prêt à tenir n'importe quel débat qui va me faire fermer la gueule. Je demande que ça. Il y a eu personne qui était capable de faire ça basé sur des faits depuis qu'on a commencé notre aventure. Mais voilà, moi j'ai dépassé le fil d'arrivée. J'ai gagné la course. Puis il va être temps de mettre fin à l'aventure de la chaîne YouTube qui était reliée à ça et ma participation dans la correction. Comme j'ai dit, je m'engage pas à rien, donc je m'engage pas à quitter
et à ne plus jamais publier, mais je m'engage pas non plus à ne pas quitter et à continuer. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je me pose pas de questions par rapport à demain. Je vais peut-être en faire d'autres vidéos, j'en ferai peut-être pas. Euh, je vais sûrement, ou peut-être pas, me faire accuser de tous les maux de la terre. C'est pas mon problème. Tant pis pour eux autres qui ont du temps à perdre à s'en prendre à moi. Mais voilà. Au revoir.